Monde numérique. Une des tendances qu'on a vues aussi, à Santexpo, c'est finalement, ces agents IA, grand public qui vont venir finalement en amont, par exemple, d'une consultation, préparer celle-ci et faire gagner du temps, aux professionnels de santé pendant la consultation. Pourquoi? Parce que, celle-ci aura été bien préparée avec le patient, donc il va pouvoir finalement, vraiment dédier son temps sur des sujets, les plus complexes à gérer. Bonjour Gaël Prudhomme. Bonjour Jérôme. Vous êtes responsable du Centre d'innovation en santé de Capgemini, basé à Bordeaux. On se retrouve dans le cadre du partenariat entre Monde Numérique et Capgemini pour parler de santé, car se tenait récemment à Paris le salon Santexpo. Alors, grand déballage d'innovation au service de la santé. Vous étiez sur place, vous avez arpenté les allées avec l'œil d'expert qui est le vôtre. Qu'est-ce que vous avez observé comme tendance cette année ? Oui, en effet, Jérôme. Alors, on avait la chance, côté Capgemini d'être, nombreux là sur le salon et effectivement, alors ce qu'on voit, de la continuité par rapport aux éditions, précédentes. Mais en termes de nouveautés, ce que j'ai pu noter de mon côté, c'est, peut-être 4 choses qui m'ont marqué un petit peu. Donc il y avait la partie, robot humanoïde. Robot, forcément, on en voit partout en ce moment, mais côté santé, le virage qu'on voit un petit peu, c'était des expérimentations qui étaient assez isolées jusqu'à présent, se font maintenant, finalement, on voit des plateformes pour gérer des flottes de robots. On n'est plus sur, justement de l'expérimentation, mais on commence à passer à l'échelle et ça, c'est une chose, qui était quand même assez visible et derrière, c'est Mais des robots pour faire quoi en santé ? alors effectivement, des robots, généralement, c'est plutôt pour, de l'interaction avec le patient. Donc on voit pas mal effectivement de choses autour de, comment rassurer mon patient, en amont par exemple, d'une opération ou d'une prise en charge. On va avoir aussi des robots pour l'orientation, donc comment finalement, mieux orienter le patient au sein, d'un établissement de santé. Donc, 2 choses qui là où apporte vraiment de la valeur, un robot. Mais c'est encore de la science-fiction, non, les robots humanoïdes, dans le domaine de la Alors santé? plus ou moins. Je pense que là, on est justement en train de passer, des expérimentations, des preuves de valeur, des preuves de concept qu'on voyait, de toute façon depuis, 1 ou 2 ans, vraiment à la mise à l'échelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a atteint une maturité aussi sur la gestion de flotte, donc on va être un petit peu mieux outillés finalement pour gérer ces robots et pour pouvoir, finalement, les interconnecter entre eux et du coup avoir non pas juste une expérimentation, mais cette flotte qui va être au service, de l'établissement. Alors aujourd'hui, il y a aussi beaucoup, d'objets connectés dédiés à la santé à porter sur soi, hein, ou à avoir à la maison, des montres, capteurs sous le matelas, toutes sortes de choses, pèse-personnes, intelligents et tout. Qu'est-ce que ça change ça concrètement? Est-ce que ça a un impact sur la manière de soigner les gens ou bien c'est encore, un peu gadget? Ouais, alors effectivement, il y a de tout, mais c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus utilisé, aujourd'hui. Donc on voit, hein, beaucoup de personnes porter justement ces wearables, ces objets connectés. Heu, Derrière, effectivement, ça a un impact fort sur, la donnée. Pourquoi? Parce que, c'est tous ces wearables, du coup, produisent de la donnée, mais la difficulté et le gros enjeu, c'est, comment on va l'exploiter cette donnée. Est-ce que justement on va pouvoir la faire communiquer entre, différents objets connectés? Est-ce qu'on peut la faire communiquer aussi avec, les logiciels qui sont utilisés, que ça soit à l'hôpital ou, chez un médecin de ville, pourquoi pas à la pharmacie? Donc le vrai enjeu, il est là. Il est pas aujourd'hui sur, les objets connectés, il y en a plein, ils sont plus ou moins matures, ils sont déployés, mais finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait des données et comment on fait en sorte finalement que ces données soient vraiment utiles. Et comment on les fait circuler, du patient au médecin et cetera?
Oui, complètement. Et là, il y a des vrais enjeux. Il y a des enjeux, ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc, comment finalement on fait communiquer des données entre différents systèmes qui peuvent provenir de différents éditeurs de solutions. Donc là, bah, forcément, c'était le cas à Santexpo. On parlait beaucoup finalement de la communication entre le dossier patient informatisé, donc le DPI avec le DMP, le dossier médical partagé, etc. Donc, comment finalement toutes ces données, elles transitent, entre les différents services, et comment, on assure aussi la sécurité derrière pour que, in fine, le patient, il soit, confiant dans l'utilisation après, de ces données. Parce que c'est le cœur c'est le cœur du système, c'est le patient et si le patient, lui, n'a pas confiance, dans ce système-là, ça va pas marcher. Gaël, le patient qui devient, de plus en plus expert en fait, avec, les objets connectés, mais aussi avec, l'IA générative, hein. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont consulter, ChatGPT ou Gemini pour avoir, des informations médicales. Ensuite, ils arrivent chez le médecin, d'ailleurs ça énerve un peu les médecins, hein, quand, les patients qui arrivent en disant: «Mais moi je crois que c'est ci, je crois que c'est ça» et cetera. Mais en même temps, c'est une réalité aujourd'hui. Complètement et je pense que ça évolue aussi de par les discussions que j'ai pu avoir, il y a quand même aujourd'hui, une majorité des professionnels de santé, qui voient ces nouvelles, innovations, technologiques dont l'IA générative effectivement, d'un bon œil, si c'est bien utilisé. Donc on vient finalement au Ouais, si c'est numérique bien utile. utilisé. Mmh. Exactement et là, c'était Mmh. une des tendances qu'on a vues aussi, à Santexpo, c'est finalement, ces agents IA, grand public qui vont venir finalement en amont, par exemple, d'une consultation, préparer celle-ci et faire gagner du coup, du temps, aux professionnels de santé pendant la consultation. Pourquoi? Parce que, celle-ci aura été bien préparée avec le patient, donc il va pouvoir finalement, vraiment dédier son temps sur des sujets, les plus complexes à gérer et c'est là où en fait on arrive à répondre à l'enjeu qui est, finalement comment ces innovations technologiques libèrent du temps, aux soignants, aux professionnels de santé pour qu'eux puissent se concentrer vraiment sur leur cœur de métier et si on y arrive, là, l'adoption forcément, va se faire naturellement et c'est là où on va différencier effectivement, des outils comme ChatGPT qui sont très grand public et pas forcément, très utiles ou très pertinents, quand on parle de questions de santé, par rapport à des outils. Alors on en a vu pas mal, présentés à Santexpo, de différentes startups, qui vont être spécialisées, justement, sur le médical et donc beaucoup plus, sécurisées comme environnement quand on parle de santé. Donc le patient devient expert en quelque sorte. Complètement. Le patient devient un peu plus expert, alors toujours avec, il faut le nuancer parce qu'il peut du coup se tromper, et être persuadé Bah oui. d'avoir raison alors que non, il n'a pas raison et c'est là où justement, bah, cette relation elle est repensée entre le patient et le professionnel de santé, et c'est là où il faut qu'il y ait, finalement cette confiance et cette confiance, finalement, elle peut venir que s'il y a une vraie maîtrise, de ces outils et de cette technologie des 2 côtés et pour qu'il y ait maîtrise et ben, il faut comprendre comment ça marche et donc il y a vraiment, un enjeu autour, finalement de la formation, donc on en parle beaucoup aujourd'hui, hein. Comment on forme, nos professionnels de santé justement à l'utilisation de ces outils pour comprendre comment ça marche, les biais qu'il peut y avoir pour être capable, de les identifier et de faire face, lorsqu'un patient pense justement à arriver avec une information, finalement qui s'avère fausse, d'un système ou d'un outil, utilisant de l'IA générative. Donc il y a tous ces enjeux autour, de la formation, qui vont permettre finalement de créer cette nouvelle confiance qui va être nécessaire et cette relation entre le soignant et son patient. Alors à propos de confiance, bah, aussi de responsabilité, d'éthique, on parle de plus en plus de e-santé éthique. Oui, complètement. Alors, je suis bien placé pour le savoir parce qu'on a la chance à Bordeaux justement donc en Nouvelle-Aquitaine plus précisément, d'avoir un pôle de compétitivité, autour du numérique responsable. C'est le premier pôle, de compétitivité, sur le territoire français qui traite de ce sujet-là, avec justement, pas mal de groupes de travail qui réfléchissent, au numérique responsable appliqué à la santé, heu
Et donc, oui, c'est un sujet qui est très important. Pourquoi? Parce que qui dit innovation technologique dans le domaine de la santé dit donc forcément une volonté d'aller mieux soigner, finalement de garder nos patients dans un meilleur état de santé, pardon. Et pour ça, si on fait des innovations technologiques qui, par contre, vont avoir un impact environnemental négatif, donc qui vont consommer trop de ressources en eau, par exemple, ou qui vont émettre des émissions carbone d'une façon complètement indécente, bon ben c'est un petit peu contradictoire parce qu'on essaie de garder les gens en meilleure santé, mais de l'autre côté, Mmh. on puise toute l'eau alors qu'il y a des tensions sur l'eau aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, justement, pour l'acceptabilité des innovations numériques, notamment en santé, est très important. Donc, il y a la partie environnementale, mais il y a aussi la partie accessibilité. Donc, comment finalement ces outils technologiques sont accessibles pour tout le monde. On sait aujourd'hui qu'il y a une fracture numérique. Tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec le numérique finalement qu'un jeune qui peut avoir 25 ans, qui habite dans une grande ville. Donc, comment je fais en sorte aussi que, voilà, dans des zones où on va pas avoir un accès au haut débit aussi facile qu'en grande ville, mon outil va être quand même réactif et je vais pouvoir l'utiliser. Et donc là, ça demande finalement à ces éditeurs de solutions de s'adapter et de proposer des systèmes qui finalement ne mettent de côté personne. Alors si on continue un peu de dérouler les innovations, tendances du moment, je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses en ce qui concerne la santé, spécifiquement pour les femmes, ce qu'on appelle les femtech. C'est ça exactement, de l'anglais female technology, et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez, enfin qui est émergent, mais assez sous les feux des projecteurs. Alors pourquoi? Parce que simplement, c'est vrai que c'était un public qui était un peu mis de côté pendant plusieurs années. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie scène en France, et qui, je pense, même au niveau européen, la France est quand même assez bien représentée à ce niveau-là pour justement développer des innovations, notamment technologiques, pour la santé féminine. Donc là, on va effectivement parler, par exemple, d'applications autour de la contraception, d'applications spécifiques pour le suivi de maladies telles que l'endométriose ou autres. Donc là-dessus, il y a effectivement un vrai développement. Et puis, si on parle santé et technologie, eh bien, on ne peut pas passer à côté de cette thématique de la longévité, avec la promesse de vivre jusqu'à 150 ans peut-être un jour. Alors où est-ce qu'on en est? Ça, c'est sérieux ou pas? Non, alors effectivement, oui, c'est vrai que c'est une tendance très, qui émerge et qui est très présente, et en France aussi, et on voit que, ça commence à être une réalité. Pourquoi? Parce que, on revient finalement aux enjeux des objets connectés, de la donnée, et aujourd'hui, de par la maturité de ces objets connectés, de par la capacité de l'intelligence artificielle notamment, d'aider, à traiter, à exploiter des nombres de données très importantes, on arrive Mmh. finalement à en faire des bilans plus facilement, et du coup, à anticiper. Donc ça va vraiment dans le sens où, on va vers cette médecine qui se veut de plus en plus préventive, et donc, forcément ces cliniques autour de la longévité, grâce à ces outils, accélèrent et se développent et sont de plus en plus matures. C'est quel type d'outil? Alors alors il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu voir, c'est pas mal d'outils, finalement qui vont, être un peu invisibles pour le patient parce que c'est des outils de traitement de la donnée, donc qui vont plutôt permettre, finalement, de faire des corrélations entre les différents, biomarqueurs, donc les marqueurs biologiques, qui peuvent être, étudiés dans une prise de sang, hein, typiquement. Et donc ça va être, voilà, toutes ces formules algorithmiques qui vont aller beaucoup plus vite pour derrière pouvoir tirer des conséquences et finalement anticiper une potentielle pathologie. Donc tout ça, c'est finalement des innovations un petit peu invisibles. Et après, on va avoir des choses, des outils qui sont un peu plus visibles, qui vont être là, des montres connectées forcément qui vont donner des alertes dès lors qu'il y a un risque, par exemple, ou qu'elle détecte une mauvaise hygiène de vie, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voyait pas mal depuis de nombreuses années, mais qui sont de plus en plus fiables finalement.
Et alors, fiable au point de se dire que oui, il y a des trucs à connaître pour vivre jusqu'à 150 ans? Ah alors ça, je ne saurais pas dire, je vais pas m'avancer là-dessus. Je pense que c'est toujours un équilibre et ça ne remplace pas aussi, bah, l'avis des professionnels de santé. Donc, il faut faire aussi attention aux outils qui nous promettent la lune et bien, voir un petit peu, avec les vrais experts. Merci beaucoup, Gaël Prudhomme, responsable du Centre d'innovation santé de Capgemini.